Le Conseil d'État tranche en faveur de la préfecture dans l'affaire du recours déposé par des associations après la fermeture du guichet d'enregistrement des demandes d'asile. Le ministère de l'Intérieur promet des mesures provisoires et des moyens supplémentaires. Richard Gabriel reconduit à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie. Il décroche 31 sièges et n'en laisse plus que 3 à son adversaire Jean-Luc Davidas. Sa colistière Cathy Kléber est l'invitée de ce journal. Enfin, le Festival des Arts de rue Arpacy s'est achevé samedi soir au quartier de la Charbonnière à Saint-Laurent-du-Maroni. 4 jours d'animation et spectacles en tout genre organisés par la compagnie Malabarouf. Mesdames et messieurs, bonsoir. La décision de justice est tombée hier. Le Conseil d'État donne raison au préfet sur la question des demandes d'asile. Le guichet unique d'enregistrement des demandes avait été suspendu par les services de l'État face à l'explosion des nouveaux dossiers depuis le début de l'année. Un recours avait été déposé par la CIMAD et la Ligue des droits de l'homme suite à la fermeture temporaire du guichet. Recours rejeté, mais une mesure provisoire a été mise en place et des moyens supplémentaires sont promis par le ministère de l'Intérieur. Jonathan Lariot. Le combat de la CIMAD est stoppé net par le Conseil d'État. La décision de Martin Gégeur, le préfet de Guyane, trouve grâce aux yeux du Conseil d'État. La Guyane n'accueillera plus aucun migrant. Seuls certains cas seront pris en charge. Cette décision demeure temporaire jusqu'au 1er décembre 2016, mais est loin de rassurer la CIMAD. Pour le Conseil d'État, la configuration actuelle ne porte pas atteinte au droit d'asile parce que, d'une part, la Guyane fait face à une situation exceptionnelle avec un nombre de demandeurs d'asile particulièrement important. Ce dispositif transitoire ne fait absolument pas l'objet d'une information transparente auprès des personnes en demande d'asile. Vous verrez que sur les panneaux qui sont affichés sur tous les lieux d'accueil des demandeurs d'asile, il est effectivement mentionné que le lieu est temporairement fermé, mais absolument pas que les personnes les plus vulnérables peuvent se faire enregistrer leur demande d'asile. Que la réglementation européenne qui a été transposée en droit français prévoit pour cette catégorie de personnes particulièrement vulnérables un panel de situations beaucoup plus large. Ces images datent d'il y a 2 mois. On y voit une centaine de personnes faisant la queue devant la Croix-Rouge de Cayenne. Tous sont là pour obtenir une autorisation de séjour en Guyane. Depuis janvier 2016, plus de 4500 demandes comme celle-ci ont été enregistrées, soit 3 fois plus que sur la même période en 2015. Il s'agit quand même, au surplus au regard du nombre de personnes que ça concernait, de plusieurs milliers de personnes qui se trouvent tout d'un coup bloquées dans leur procédure. On peut quand même s'interroger sur la capacité d'un accueil, quand bien même il serait renforcé, à recevoir les milliers de personnes qui sans doute ne se sont pas évaporées. On a 4000 personnes qui pour l'instant n'ont sans doute pas été découragées. Ça restera à le vérifier. Nous on reste en tout cas dans l'attente et très vigilants. On a un peu l'impression de poids de mesure et d'une Guyane très lointaine avec des problématiques très lointaines. Le ministère de l'Intérieur a promis des moyens supplémentaires alloués à la gestion des migrants en Guyane. Mais à moins d'1 mois de la réouverture des structures d'accueil, les détails restent très flous. Les jeux sont faits dans les élections de la Chambre de commerce et d'industrie. La liste Ensemble donnons de l'énergie à notre économie, menée par Richard Gabriel, prend les rênes de l'organisme consulaire. Les résultats sont tombés cet après-midi après de longues heures de dépouillement. Richard Gabriel repart ainsi pour 5 années de mandat. Les résultats qui pourraient toutefois bientôt être perturbés par la plainte déposée par la liste de Jean-Luc Davidas contre celle de Richard Gabriel pour fraude. Écoutons plutôt le préfet de région à ce sujet au micro de Kerwin Alcide. Dans toutes les élections, il y a toujours des observations qui peuvent être faites à tout moment par telle ou telle personne ou par tel ou tel scrutateur. C'est le rôle justement de la commission d'organisation des élections que de porter ça dans le procès-verbal. Si ensuite tel ou tel candidat décide de porter l'affaire devant le tribunal, c'est le tribunal qui décidera, c'est pas le préfet. Non, je n'ai pas d'observation à faire. Et justement, la colistière Cathy Kléber sur la liste de Richard Gabriel est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous à nouveau, si j'ose dire. Les résultats sont donc tombés cet après-midi. Votre liste l'emporte avec 31 sièges contre 3. En tout, ça fait 45%, 45,76% de participation pour ce scrutin. C'est plus qu'aux élections de la Chambre des métiers. Un score qui vous satisfait ? Alors, bonsoir. Si vous me le permettez, je voudrais tout d'abord remercier les électeurs qui ont
ont voté pour la liste Ensemble donnant de l'énergie à notre économie, conduite par Richard Gabriel. Pour répondre à votre question, oui, je serais tentée de dire que, comme d'habitude, en général, à la Chambre de commerce, les électeurs sont plus mobilisés qu'à la Chambre de métier. Donc aujourd'hui, c'est encore le cas, donc c'est pas vraiment une surprise. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a démarqué votre candidat de son adversaire? Est-ce que c'est son image d'homme d'affaires, son palmarès, le nombre d'entreprises qu'il gère? Écoutez, je crois surtout qu'au-delà de la personnalité de Richard Gabriel que vous avez bien décrite, c'est surtout la composition de la liste. Comme j'avais eu l'occasion déjà de le dire sur votre plateau, la liste est une liste mixte qui représente assez bien, à mon sens, le champ économique de la Guyane. Et je pense que nous avons su trouver les mots pour convaincre les électeurs de nous suivre dans notre projet. Et gagner 31 sièges sur 34. Alors quand même, de nombreuses anomalies ont été notées au fil du dépouillement, sans parler de la plainte qui a été posée par la liste adverse à l'encontre de la vôtre pour fraude. Est-ce que vous ne craignez pas quand même que ce résultat ne soit changé à l'avenir à cause de cette plainte? Écoutez, nous, on ne peut pas parler de crainte à notre niveau. Il y a une enquête qui est en cours, donc la justice suit son cours. Nous, à notre niveau, nous sommes sereins. Nous avons fait un travail sur le terrain. Nous avons convaincu, encore une fois. Donc, je pense que nous sommes satisfaits de notre résultat et nous verrons bien ce que l'enquête dira. Si cette victoire venait à être invalidée, qu'est-ce qu'il adviendrait de la liste pour cette économie? Écoutez, si c'était le cas, à ce moment-là, nous aviserons. Et si nous devions repartir en campagne, je pense que nous repartirons sous la même forme, avec la même équipe. En tout cas, pour le moment, c'est bien c'est votre liste qui est élue pour mener la Chambre de commerce. Ce sont près de 9300 entrepreneurs à soutenir pendant les 5 prochaines années, on le rappelle. Quelle sera la première étape? Qu'est-ce qui va être mené en premier par votre équipe? La première étape, c'est de rassembler. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, nous sommes en ordre dispersé et l'économie guyanaise ne pourra pas gagner comme ça. Donc vraiment, pour nous, c'est vraiment de rassembler tous les chefs d'entreprise autour de la Chambre de commerce, de rassurer les partenaires institutionnels, sociaux, les partenaires syndicaux, de façon à pouvoir mettre la Chambre de commerce en ordre de marche et apporter les solutions, le soutien dont les chefs d'entreprise ont besoin. Comment vous comptez vous y prendre? Rassembler, c'est-à-dire sur le terrain, vous allez à la rencontre des entrepreneurs, comment ça va? Absolument. Bon, déjà, comme je vous ai dit, donc ça allait à la rencontre des partenaires. Donc les partenaires syndicaux patronaux, MEDEF, CGPME, FTPE, enfin voilà. Donc aller à leur rencontre, les écouter, échanger avec eux, mettre en place des réunions diverses et variées sur différents sujets qui pourraient les intéresser au niveau de la Chambre de commerce, voir avec effectivement le personnel notamment comment dynamiser, voilà, parce que nous c'est ça aussi, apporter de nouvelles dynamiques. Je rappelle quand même que notre liste était constituée de 64% de personnes qui n'avaient jamais siégé à la Chambre de commerce. Y compris vous? Y compris moi. Voilà, qui ont décidé de s'engager parce qu'elles ont considéré qu'elles avaient certainement un regard neuf, quelque chose à apporter à la Chambre de commerce. Donc aujourd'hui, nous sommes élus et notre travail a consisté à appliquer cela. Merci beaucoup, Cathy Kléber, d'avoir répondu à nos questions ce soir. On poursuit avec d'autres élections incontournables. Elles occupent probablement votre attention également en ce moment même. Je veux bien sûr parler des élections présidentielles aux États-Unis. La démocrate Hillary Clinton face au républicain Donald Trump. Si l'un est connu pour ses propos discriminatoires, l'autre essuie quelques difficultés judiciaires. Quel candidat pour succéder à Barack Obama? Voici vos réponses. C'est sans conteste Hillary Clinton. Et pourquoi elle? Parce que ses idées sont en phase avec ce qu'attend le peuple américain. Oui. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'apaisement, je pense, en ce moment. Et Donald Trump, c'est pas du tout l'apaisement. Donc je pense que ce sera elle qui passera, de toute façon. Plutôt pour Hillary. Parce qu'elle a une meilleure vision des choses et je trouve que l'autre candidat, Donald Trump, est un peu trop extravagant et je pense que cette vision-là ne mènera pas les États-Unis à une réussite. Hillary,
Vu depuis le temps qu'elle est dans la politique, on n'a pas vu ce qu'elle a fait pour le moment. Peut-être qu'elle aura une chance, ce serait peut-être la première femme élue au niveau des États-Unis, c'est peut-être un retournement de situation, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Hillary Clinton. Mais pourquoi? Je pense pas que la population aime trop Donald Trump. Il y a peut-être une politique un peu agressive pour la première puissance mondiale. Les États-Unis changeraient du tout au tout, ce serait une autre politique, plus radicaliste, donc ce serait inquiétant. Ça m'inquiète parce que ça peut atteindre les relations entre la France et les États-Unis. Voilà. Et selon les lois qui vont sortir, ça peut engendrer sur nous aussi. Donald Trump, c'est peut-être pas le bon choix, parce que c'est un candidat, s'il est élu, on ne sait pas jusqu'où il est capable. Et voici pour vos réponses. Sachez que déjà 46 millions d'Américains se sont rendus aux urnes, au bureau de vote déjà à 7 heures. C'est beaucoup plus qu'il y a 4 ans. En Guadeloupe, on est attentif, bien sûr, également à ce qui se joue en ce moment aux États-Unis. À Basse-Terre, une association sportive a lancé une journée spéciale Amérique dans les locaux de Bélif en partenariat avec le conseil départemental de l'Université des Antilles. Un reportage signé Moïse Dexter et Nathalie Dinan. Initiée en 2008 avec l'élection de Barack Obama, la One Day in America, organisée par la GEG et le conseil départemental, a pour objectif de proposer la découverte du pays de la démesure à travers sa culture et son histoire, mais aussi d'informer sur les possibilités d'étudier aux États-Unis. Il faut savoir qu'on a 4 dispositifs, donc la bourse logement qui permet à l'étudiant ou au jeune de trouver son logement, une aide financière qui lui permet de pallier à l'attente de la bourse, nous avons une liste de premiers emplois et de stages et enfin nous avons un réseau de référents, donc ce sont des étudiants qui sont déjà installés là-bas depuis un petit moment, qui leur présentent le pôle universitaire, qui leur présentent un petit peu les coins à connaître, les coins à visiter et qui évitent surtout qu'ils soient isolés en quittant leur île natale. La découverte se fait de façon ludique autour de questionnaires sur les connaissances du pays qui ont séduit les futurs étudiants qui s'y voient déjà. On apprend plein de trucs, hein. C'est l'important. Et puis j'aime bien les jeux aussi, donc ça va. On a pas fait un jeu, en fait, il faut répondre à un questionnaire sur ce qui se passe aux États-Unis et tout, mais c'est intéressant. Oui, j'avais pas étudié là-bas, hein. Enfin, partir aussi pour voir. On a revu nos connaissances avec les professeurs, par rapport à la culture américaine. Oui, je pense aller étudier là-bas, ça me plaît beaucoup. Pourquoi ? Je sais pas encore. D'autres ont apprécié la journée juste pour découvrir la langue et les vastes contrées. Ça peut bien m'apporter de voyager, d'aller visiter l'Amérique. Je ferais du mieux pour apprendre l'anglais déjà parce que ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça bien quand même, comme ça nous fait savoir des trucs sur les États-Unis et tout. Cette manifestation a lieu en parallèle avec le vote du 46e président des États-Unis, une journée qui s'annonce exceptionnelle. Restez avec nous dans quelques instants. Nous parlerons de ces parasites qui mènent la vie dure aux habitants d'une résidence de Trinité en Martinique. Une invasion de punaises de lit qui secoue la commune. Et puis nous verrons les derniers instants du festival de rue Arpassi qui a pris fin samedi au quartier de la Charbonnière à Saint-Laurent-du-Maroni. Un reportage à suivre. Mais avant, intéressons-nous à ce stage organisé par le réseau Gérontologie Alzheimer en Guyane. L'association consacrée aux soins à domicile des personnes souffrant de la maladie a formé des bénévoles et professionnels dans les locaux de la Maison des Réseaux, avenue Voltaire. 2 journées pour leur inculquer les bons réflexes face aux troubles cognitifs et comportementaux des patients, avec un maître mot, la patience. Ayodele Verma. Des exercices de cas pratiques pour apprendre à réagir, par exemple, face à une patiente atteinte de démence avec fugue à répétition. Vous inquiétez pas, je vais aller le voir et je vais lui dire avec qui il arrête. D'accord ? Il a l'habitude de m'attendre. En Guyane, on estime à plus de 750 le nombre de personnes touchées par l'Alzheimer, une maladie neurodégénérative caractérisée par des troubles de la mémoire. Si les traitements sont toujours en cours d'expérimentation, les soignants accompagnent au quotidien les patients atteints de cette maladie. Une fois que le diagnostic est pris, on a un travail de mise en place de thérapeutique, soit médicale, soit d'accompagnement psychologique et social, parce qu'on sait que les pathologies neurodégénératives vont entraîner en général une perte d'autonomie, et ces troubles psychocomportementaux sont déjà difficiles à gérer pour les équipes soignantes et sont surtout pourvoyeuses d'épuisement des aidants à domicile. La formation, c'est quelque chose d'indispensable
Quand on n'est pas formé, on n'a pas forcément les bonnes attitudes, on n'a pas forcément les bonnes interrogations, on n'a pas forcément la bonne conduite à tenir. Donc je vais dire, dans ce genre de pathologie-là, la formation est vraiment la clé de la prise en charge. Cette formation porte également sur la maladie de Parkinson, autre pathologie neurodégénérative. Elle se caractérise notamment par des tremblements et rigidités musculaires. Les soignants apprennent à faire face à ces difficultés. L'intérêt d'avoir des connaissances sur les praxis dans cette maladie vous permettra surtout de contrecarrer l'épuisement qu'il peut y avoir au final. Ainsi, vous déviez la difficulté par tout simplement par l'apport d'une stratégie, la modification d'une plus grosse fourchette par exemple, parce que dans cette pathologie, les gestes fins vont devenir de plus en plus difficiles. D'autres types de gestes vont devenir de plus en plus difficiles, ce qui explique l'intérêt de ces formations et donc la manière de pouvoir dévier et ne plus avoir affaire à ce type de difficultés et donc à éviter les conflits. Elles ne sont pas plus grandes qu'une tête d'épingle, mais peuvent provoquer bien des désagréments. Des punaises de lit ont infesté les appartements d'une résidence de Trinité en Martinique. Le bailleur social, l'ARS et la mairie de la commune ont dû faire appel à des experts pour en finir avec ces parasites. Certains locataires ont même été contraints de vider leur logement. Frédéric Mazy. Rien ne doit traîner. Jean-Paul Emma vide son appartement. Pourtant, ce déménagement n'a rien de volontaire. Des punaises de lit ont envahi son logement, des insectes qui piquent la nuit et qui prolifèrent à vue d'œil. Ça a été pénible parce qu'avec ces bêtes, on ne peut pas dormir. C'est une atteinte morale, on va dire, et physique. Parce que c'est des nuits blanches, on se fait piquer toute la nuit, c'est des nuits blanches. C'est des mauvaises journées puisqu'on travaille le jour, donc c'est vraiment de mauvaises journées. L'homme a tout essayé pour éradiquer ce phénomène, mais rien n'y a fait. À bout, il a contacté la CIMAR. Le bailleur social a fait appel à une entreprise spécialisée en désinfection. Avant d'intervenir, il a fallu entièrement enlever tout le mobilier des appartements contaminés. Là, il fallait tout vider pour pouvoir passer le produit effectivement et gazer tout ce qu'on a comme meubles, vêtements, etc. En espérant que ce sera la dernière fois, sinon on sera obligé vraiment de déménager. 6 appartements de la résidence sont concernés. Ici, on est encore à l'étape carton. C'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de transferts parce que ma mère devra aller habiter chez ses enfants et son infirmière, elle devra changer d'infirmière. C'est beaucoup de chamboulement, quoi. Ça vous embête ? Ça embête toujours de déménager, toujours. Tous les logements de la résidence ont subi un traitement à titre préventif il y a quelques semaines. Certains locataires ont mis leur mobilier à la benne, literie, canapé et fauteuil, mais la CIMAR ne pourra pas les dédommager. Aucune consigne n'a été donnée dans ce sens-là de les jeter. Donc c'est vrai que le traitement peut être long, fatigant, on le sait, pour les locataires. Mais la consigne qui avait été donnée par la société qui traite cette infestation de punaises de lit était de les garder et eux, ils passent à chaque fois pour l'éradication. Les locataires retrouveront leur domicile désinfecté après la phase de traitement lundi prochain. Chez nous, le collectif des Iguanes dit stop. Le groupe citoyen formé pour dénoncer la situation énergétique en Guyane et notamment dans l'ouest guyanais a adressé hier une lettre ouverte à la population ainsi qu'aux instances de l'État en soutien au maire de Roura dénonçant de nombreuses coupures d'électricité dans sa commune. Des réponses concrètes sont attendues de la part de l'État dans ce dossier. René-Lise Briquet, membre du collectif des Iguanes, s'est exprimé au micro d'Elsa Gonzalez. On se rend compte que de Saint-Laurent de Saint-Laurent, de l'ouest jusqu'à Roura, dans l'est, c'est le même cri. Tout le monde carrelé au Dieu miséricorde EDF qui prend nous pour des couillons. Et personne ne réagit. Personne ne réagit. Quand c'est eux qui coupent, on doit payer. Quand c'est nous qui ne payons pas, il y a qu'à couper les lumières en les nous. Donc il faut dire stop. Nous, toute la Guyane, qu'a relais, arrêtez, laissez EDF prendre nous pour couillons. C'est le côté qui n'a pas relais à Kourou. Posons-nous la question. Est-ce qu'il gagne des Guyanes, la Guyane qui gagne Kourou, et puis la restant la Guyane qui n'a pas produit, entre guillemets, puisqu'apparemment nous pas productifs.
Donc, il nous manquait ça. Maintenant, il faut nous mettre, nous politiques, devant les responsabilités. Ça, brigade, nous, brigade, il y a longtemps, il y a l'année, non, nous, parler, arrêter que ça bagage. Tout le monde pour lever, citoyens lever, pour dire arrêtez. Parce que maintenant, nous, mettez devant les responsabilités. Ça qui passait, passé. Ce qui se passera après, se passera après. On est fatigué de subir EDF. Le directeur général de la SACEM en déplacement en Guyane pour une semaine, une visite pour informer sur les missions que la SACEM qui représente aujourd'hui 240 000 emplois en France. Il a rencontré hier soir les professionnels affiliés et aujourd'hui c'est avec les élus de la CTG qu'il s'est entretenu. Objectif toujours, sensibiliser la population aux opportunités offertes par la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. On l'écoute. Il y a une vraie responsabilité à accompagner, à renforcer le développement économique de cette filière. D'abord, parce que c'est une filière qui crée du rayonnement culturel, parce que ce sont des artistes qui sont au cœur des gens, parce que ça crée des emplois. Concrètement, le secteur de la musique dans toute la France, c'est 240 000 emplois. La France, c'est de tous les pays développés, celui dans lequel l'enseignement de la musique à l'école est le plus mauvais. Il a même été supprimé des programmes de l'éducation nationale il y a quelques années. Bon, si on mettait un orchestre dans une école, il y a à peu près 1500 communes en métropole qui ont déjà créé un orchestre dans leur école primaire, ça coûte à peu près 20 000 euros pour acheter les instruments pour équiper l'orchestre. Il y a une centaine ou un peu plus d'écoles primaires ici, 170 à peu près. Bon. On parle de 1 million, 1,5 million d'euros sur 2-3 ans, c'est de l'argent. Enfin, construire un rond-point sur une route, ça coûte 500 000 euros. Au lieu de prendre quelques enfants et leur faire aller faire de la musique dans des écoles de musique ou des conservatoires, prendre tous les enfants dans toutes les écoles primaires, avec à chaque fois un orchestre à l'école, ça serait non seulement très très bon pour l'éducation nationale et pour nos enfants, mais en plus, ça encouragerait très tôt la détection des talents pour faire des musiciens encore meilleurs et encore plus nombreux. On en vient à l'Arpassi qui s'est achevé le week-end dernier à Saint-Laurent-du-Maroni. Organisé par la compagnie Malabar Ouf pour sa 4e édition, le festival de rue a proposé 4 jours d'animation et concerts au village chinois jusqu'à samedi à la Charbonnière. Danse, acrobatie, clown et concerts, de quoi réjouir toutes les générations. Elsa Gonzalez s'y est aventurée pour nous. Regarder. Fanfare, jonglerie de feu, chars et géants de carton. Non, ce n'est pas le carnaval, mais bien le festival Arpassi. Merci d'avoir voyagé sur la Coupe Express. Vous êtes arrivé à bon port. Station Arpassi, numéro 4. C'était le pestac du feu. Il y avait du feu dans le pestac. Je faisais des trucs avec du feu. Pas vrai? Entre la radio PK, qui anime en live la soirée, et divers spectacles de cirque et de musique, pas le temps de s'ennuyer. Cet artiste, tout droit venu d'Italie, fait son show on air devant les sourires des parents et les têtes émerveillées des enfants. Welcome ladies and gentlemen. Bonjour les gars, c'est Andrea Fidelio, je viens d'Italie et je viens de jouer mon spectacle on air pour Arpassi Festival. Ce personnage clownesque est un DJ old school qui se croit le roi du ghetto. Avec musique rétro et costume à paillettes, le public se prend rapidement au jeu. J'aime bien la participation du public parce que c'est pour ça que je fais des spectacles dans la rue, juste pour être plus à côté des gens. Et j'aime bien que le spectacle c'est vraiment comme un échange d'énergie. Donc je bouge beaucoup et je fais bouger beaucoup le public. Je demande à tout le monde de faire des trucs un peu comme ça, comme des ghetto style. Et je vois que les gens s'amusent très bien de faire comme ça. Au-delà de la métropole, des artistes d'Argentine, du Brésil et bien sûr de Guyane sont présents. Associations et bénévoles font également vivre ce festival haut en couleurs. Pour cette 4e édition, l'association Porte Nawak a construit une buvette itinérante. On est là avec Porte Nawak depuis le début. On les soutient avec nos bénévoles et on les soutiendra toujours parce que c'est vraiment un super festival dans l'Ouest et comme vous le voyez là, c'est vraiment, il y a beaucoup de monde et il y a une bonne ambiance. À l'initiative de la compagnie Malabar Ouf, Arpassi est devenu le rendez-vous incontournable des arts de rue et du spectacle vivant dans l'Ouest guyanais.
C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres à retenir ce soir. Le Conseil d'État tranche en faveur de la préfecture dans l'affaire du recours déposé par des associations après la fermeture du guichet d'enregistrement des demandes d'asile. Le ministère de l'Intérieur promet des mesures provisoires et des moyens supplémentaires. Richard Gabriel reconduit à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie. Il décroche 31 sièges et n'en laisse plus que 3 à son adversaire Jean-Luc Davidas. Sa colistière Cathy Kléber était l'invitée de ce journal. Enfin, le Festival des Arts de rue Arpassi s'est achevé samedi soir au quartier de la Charbonnière à Saint-Laurent-du-Maroni. 4 jours d'animations et spectacles en tout genre organisés par la compagnie Malabarouf. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le 20h de TF1, puis vos programmes continuent sur ATV Guyane. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain, même heure.